Vous pensez que prendre votre bêche et retourner toute la terre de votre potager en mars est la première chose à faire. Et si je vous disais que c'est peut-être la pire erreur que vous puissiez commettre, une erreur qui pourrait saboter vos récoltes avant même d'avoir planté une seule graine? Intrigué? Parfait, car aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe et bien d'autres. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 8 étapes cruciales, les 8 secrets pour réveiller votre sol en douceur après l'hiver et lui donner tout ce dont il a besoin pour une saison de culture absolument explosive. Restez bien jusqu'au bout, car l'étape numéro 5 est celle que 90% des jardiniers négligent, et elle fait toute la différence entre un potager qui survit et un potager qui prospère. Avant de mettre les mains dans la terre, comprenons pourquoi le mois de mars est si particulier. Ce n'est pas juste une date sur le calendrier, c'est une véritable période de transition. L'hiver s'achève, mais le printemps n'est pas encore totalement installé. Votre sol sort d'une longue hibernation. Il est souvent gorgé d'eau, froid et biologiquement au ralenti. Imaginez que vous réveillez quelqu'un en pleine nuit avec une lumière crue et un grand bruit. C'est exactement ce que vous faites à votre sol en le bêchant agressivement trop tôt. Les micro-organismes, les vers de terre, toute cette vie invisible qui rend votre terre fertile est encore fragile. La clé du succès en mars n'est donc pas l'action brutale, mais l'observation et l'accompagnement. Nous allons apprendre à travailler avec la nature et non contre elle pour préparer un lit de semences parfait qui accueillera vos futures plantes comme un cocon douillet. Alors, par quoi on commence? La toute première étape, c'est l'observation. Rangez vos outils et prenez 5 minutes pour faire le tour de votre potager. Touchez la terre. Est-elle encore gelée en profondeur? Est-elle détrempée, collante, comme de l'argile? Si vous pressez une motte dans votre main et que l'eau en sort, il est beaucoup trop tôt pour la travailler. Vous risquez de créer une semelle de labour, une couche compacte et imperméable que les racines auront beaucoup de mal à traverser. Regardez aussi ce qui s'y trouve. Y a-t-il des herbes qui poussent déjà? Ce sont de bons indicateurs. Le mouron des oiseaux, par exemple, indique une terre riche et équilibrée. Notez mentalement ou dans un carnet où le soleil tape le plus fort, où l'eau stagne. Pensez à la rotation des cultures. Qu'est-ce qui a poussé ici l'an dernier? On ne plantera pas des tomates au même endroit 2 années de suite. Cette phase d'analyse peut sembler passive, mais c'est la plus stratégique. C'est ici que vous décidez du plan de bataille, en vous basant sur la réalité de votre terrain, et non sur des règles toutes faites. Un bon jardinier est avant tout un bon observateur. Une fois que le sol est suffisamment ressuyé, c'est-à-dire ni trop humide ni trop sec, on peut passer à la deuxième étape, le grand nettoyage de printemps. Mais attention, on parle d'un nettoyage en douceur. L'objectif est de retirer les débris de l'hiver, comme les feuilles mortes malades qui pourraient abriter des champignons, les restes de culture de l'année précédente et les grosses pierres. On va aussi s'occuper des herbes indésirables, que l'on appelle adventices. C'est le moment idéal pour retirer manuellement celles qui sont déjà bien visibles, comme les pissenlits ou les chardons, avec leurs racines. Pour les plus petites, un simple coup de sarcloir ou de râteau en surface suffira à les déraciner et à les laisser sécher au soleil. L'idée n'est pas d'avoir une terre nue et stérile comme dans un magazine, mais de laisser la place aux futures cultures. On retire l'ancien paillage s'il est trop décomposé ou s'il abrite des limaces. Ce nettoyage prépare le terrain pour l'étape suivante, en s'assurant que rien ne viendra gêner le développement de nos futurs légumes. Pensez à ce nettoyage comme à la préparation d'une toile vierge avant de peindre un chef-d'œuvre. Maintenant, la troisième étape, et c'est ici que nous allons briser un grand mythe du jardinage. Oubliez la bêche qui retourne la terre en profondeur. Je vous présente votre nouvelle meilleure amie, la grelinette ou biofourche. Cet outil est une révolution. Contrairement à la bêche qui inverse les couches du sol, tue les micro-organismes et détruit la structure, la grelinette ne fait qu'aérer. On l'enfonce dans le sol et on effectue un simple mouvement de va-et-vient. Les dents de l'outil soulèvent la terre, la décompactent, créent des passages pour l'air et l'eau.
mais sans la retourner. Pourquoi est-ce si important? Parce que la vie du sol est stratifiée. Les bactéries qui ont besoin d'oxygène vivent en surface et celles qui n'en ont pas besoin vivent en profondeur. En retournant le tout, vous les tuez toutes. En utilisant la grelinette, vous respectez cet équilibre fragile, vous préservez les galeries des vers de terre et vous favorisez une activité biologique intense. Le sol devient plus meuble, plus facile à travailler et beaucoup plus fertile à long terme. C'est un peu plus d'effort au début, mais votre dos et votre potager vous remercieront infiniment. Quatrième étape, un peu de science, mais c'est très simple et absolument fondamental. Testez votre sol. Jardiner sans connaître son sol, c'est comme cuisiner sans connaître ses ingrédients. Vous devez savoir si votre terre est plutôt acide, neutre ou calcaire. Il existe des kits très simples en jardinerie pour mesurer le pH. Vous devez aussi connaître sa texture. Prenez une poignée de terre humide et malaxez-la. Si elle forme un boudin collant qui ne se casse pas, vous avez une terre argileuse. Si elle ne tient pas et vous file entre les doigts, elle est sableuse. Si elle est douce et s'effrite, vous avez un limon, le rêve de tout jardinier. Pourquoi cette information est-elle cruciale? Parce que l'étape suivante, l'amendement, en dépend totalement. Une terre argileuse, lourde, aura besoin de compost et d'un peu de sable pour l'alléger. Une terre sableuse, qui ne retient ni l'eau ni les nutriments, aura besoin de beaucoup de matière organique, comme du compost ou du fumier bien décomposé pour lui donner du corps. Connaître la nature de votre sol vous permet de lui apporter exactement ce dont il a besoin, sans gaspiller votre temps et votre argent en amendements inutiles. Nous voici à la fameuse 5e étape, celle que beaucoup de gens sautent ou font mal. L'amendement. C'est le repas de votre sol. Attention, il y a une différence majeure entre amender et fertiliser. Amender, c'est améliorer la structure physique du sol et nourrir la vie qui s'y trouve. Fertiliser, c'est apporter des nutriments directement assimilables par les plantes. En mars, on se concentre sur l'amendement. L'ingrédient roi, c'est le compost. Un bon compost maison, bien mûr, qui sent la forêt, est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre jardin. Il apporte des micro-organismes, améliore la rétention d'eau et aère le sol. Étalez une couche de 2 à 5 cm sur toute la surface préparée. Le fumier de cheval ou de bovin, à condition qu'il soit très bien décomposé, est aussi excellent. Si votre terre est très pauvre, vous pouvez aussi ajouter de la tourbe ou des feuilles mortes broyées de l'automne précédent. Une fois l'amendement étalé, on ne l'enfouit pas en profondeur. On l'incorpore simplement dans les premiers centimètres du sol avec un croc ou un râteau. Ce sont les vers de terre et les pluies qui se chargeront de le faire descendre plus bas. Vous ne nourrissez pas vos plantes, vous nourrissez le sol, et le sol nourrira vos plantes. La 6e étape est la fertilisation de fond. Maintenant que la structure du sol est bonne et que la vie y est nourrie, on peut penser à donner un petit coup de pouce nutritif. C'est un peu comme ajouter des épices à un plat. On le fait de manière ciblée, en fonction de ce que l'on va planter. Si vous prévoyez de cultiver des légumes-feuilles comme des salades ou des épinards qui sont gourmands en azote, un apport de sang séché ou de cornes broyées peut être intéressant. Pour les légumes racines comme les carottes ou les panais, qui ont besoin de phosphore et de potassium, on peut ajouter un peu de cendre de bois avec modération ou de la poudre d'os. Pour les tomates et autres légumes-fruits, un engrais organique complet, équilibré en azote, phosphore et potassium, sera parfait. L'important est d'utiliser des engrais organiques à libération lente. Ils se décomposeront doucement et nourriront vos plantes tout au long de la saison, sans risque de brûler les racines comme peuvent le faire les engrais chimiques. On épand ces fertilisants en surface et on les intègre, là encore, avec un léger coup de râteau. C'est une fertilisation réfléchie, pas un dopage. On approche de la fin. La 7e étape est celle de la finition, le nivelage. Après l'aération, l'amendement et la fertilisation, la surface de votre sol est probablement un peu inégale. C'est le moment de sortir votre râteau et de passer à l'action pour créer un lit de semences parfait.
Le but est d'obtenir une surface plane et une terre finement émiettée sur les premiers centimètres. Passez le râteau dans un sens, puis dans l'autre, perpendiculairement. Profitez-en pour retirer les derniers petits cailloux ou les débris de racines qui pourraient gêner la germination des graines les plus fines, comme celles des carottes. Cette étape est particulièrement importante si vous prévoyez de faire des semis directs en pleine terre. Une surface bien nivelée assure une profondeur de semis uniforme et un meilleur contact entre la graine et la terre, ce qui favorise une germination rapide et homogène. C'est un travail qui demande un peu de patience, mais le résultat est très satisfaisant. Votre parcelle de potager doit ressembler à une page blanche, prête à accueillir les promesses de la nouvelle saison. Et enfin, la 8e et dernière étape, le secret d'un sol qui reste vivant et meuble jusqu'aux plantations, le paillage. Ne laissez jamais votre sol nu. Un sol nu est un sol qui meurt. Il est vulnérable à l'érosion par la pluie et le vent. Il se compacte sous l'effet des gouttes d'eau et les herbes indésirables en profitent pour s'installer. Juste après avoir préparé votre terre, couvrez-la d'une fine couche de paillis. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Les options sont nombreuses. De la paille, des tontes de gazon séché, des feuilles mortes, du broyat de branches ou même des cartons bruns sans encre. Ce paillage va protéger votre travail. Il va maintenir l'humidité du sol, le garder au chaud, empêcher la formation d'une croûte de battance et limiter la pousse des adventices. De plus, en se décomposant lentement, il continuera à nourrir la vie du sol. C'est la touche finale, la couverture que vous mettez sur votre sol pour le protéger et le garder confortable jusqu'à ce que vous soyez prêt à planter. Au moment de la plantation, il vous suffira d'écarter un peu le paillis pour y installer vos plants ou y tracer vos sillons de semis. C'est la garantie d'un démarrage parfait. Et voilà, votre sol est prêt. Récapitulons les points clés qui changent tout. Premièrement, on observe avant d'agir. Deuxièmement, on oublie le bêchage et on adopte la grelinette pour aérer sans détruire. Troisièmement, on nourrit le sol avec du compost, pas directement les plantes. Et enfin, on ne laisse jamais, jamais un sol nu. Ces 8 étapes ne sont pas juste une liste de tâches, c'est une philosophie. C'est comprendre que le sol n'est pas un simple support inerte, mais un écosystème vivant et complexe qui est votre partenaire le plus précieux au potager. En prenant le temps de le préparer avec soin et respect en mars, vous ne faites pas que préparer la saison à venir. Vous investissez pour des années de récoltes saines et abondantes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs conseils de jardinage. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi, quelle est votre astuce secrète ou votre ingrédient magique pour préparer la terre au printemps? J'ai hâte de vous lire. À très bientôt au jardin.